La thématique qu'on a choisie cette année avec Laurent est celle de la réflexivité. Vous allez comprendre pourquoi. Philippe Corcuff a accepté de venir nous parler d'un certain nombre de réflexions qu'il a sur la notion de réflexivité. Donc Philippe est enseignant-chercheur, professeur à Sciences Po Lyon, avec une réflexion plutôt du côté des sciences politiques ou plus largement des sciences humaines et sociales, dont font partie une partie des sciences de gestion. Mais les propos de Philippe seront plus larges que la réflexivité en sciences de gestion et se feront sur la réflexivité en sciences humaines et sociales, mais vous allez voir qu'il y a un certain nombre de chevauchements et d'intersections qui seront intéressantes à exposer. Philippe était déjà intervenu dans le séminaire sur d'autres thématiques, et notamment la question de la neutralité, dont on avait parlé l'année dernière. Le séminaire étant d'un niveau prédoctoral et doctoral, on part toujours de textes qui ont été écrits. Philippe va naviguer dans le texte. On va peut-être le brancher qui s'affiche sur l'écran. Je ne sais pas où c'est ça. L'idée est de naviguer dans le texte d'abord, d'avoir connaissance de l'ensemble de la pensée, et après de poser un certain nombre de questions, voire de formuler des limites, des critiques, des contradictions. Je réouvrirai, une fois que Philippe aura présenté le texte, je réouvrirai aux questions, et dans la salle et en ligne, et j'essaierai d'alterner le mieux possible. Philippe? Bien, merci. Donc, je vais donner quelques repères sur cette notion de réflexivité dans les sciences sociales. D'abord, partir du mot même de réflexivité. Dans réflexivité, il y a un retour sur. Donc, on peut dire que pour les sciences sociales et au-delà, c'est un retour de la science sur elle-même. Bon, donc on revient dessus. Ce retour peut être individuel, c'est-à-dire qu'un chercheur peut revenir sur ses propres présupposés, sur ses propres implications sociales, pour évaluer les effets de ses présupposés et de ses implications sociales sur son travail. Mais ça, c'est une vision, la dimension individuelle est une vision que j'appellerais héroïque de la réflexivité. Elle peut exister, elle peut constituer même un horizon souhaitable de rigueur pour chaque chercheur, mais ce n'est pas le plus souvent, le plus courant dans la réflexivité. La réflexivité la plus ordinaire, on pourrait dire, est davantage coopérative, mais on pourrait dire une sorte de coopération non volontaire à travers les discussions, les critiques, les controverses au sein des champs scientifiques. Alors, il y a une notion qui est utile ici, elle a été avancée dans les années 50 par un épistémologue qui s'appelle Michael Polanyi, ce qu'il appelle les contrôles croisés. Alors, dans la citation qui est donnée, les contrôles croisés renvoient à la production, disons, de normes scientifiques communes dans un espace scientifique. Ça peut être la biologie, ça peut être la sociologie, etc. Bon. Chaque savant contrôle une aire comprenant son propre champ et quelques bandes limitrophes du territoire sur lesquelles des spécialistes voisins peuvent aussi porter par eux-mêmes des jugements compétents. Donc là, il y a un champ, et puis il y a des éléments qui sont à la limite de cet espace. Supposons qu'un travail fait dans la spécialité de B, donc, par exemple, qu'il est sociologue du travail, puisse être jugé avec compétence par A et C. Par exemple, A et C peuvent être des sociologues de la famille, bon, c'est limitrophe, c'est pas exactement la même spécialité. Celui de C par B et D, celui de D par CE, ainsi de suite. Chacun de ces groupes de voisins s'accorde sur les mêmes normes, ainsi les normes sur lesquelles A, B et C s'accordent seront les mêmes que sur lesquelles s'accordent B, C et D, ou encore C, D et E. Voilà. Donc il y a une forme d'ajustement mutuel qui s'organise, et un contrôle croisé des ajustements. Et pour Polanyi, il y a un effet de consensus qui se constitue à travers les critiques, et qui va faire que des publications vont être considérées comme légitimes ou pas légitimes. Alors, ce texte de Polanyi, qui est un extrait d'un livre de 1900,
58, et est repris dans un texte important pour l'épistémologie de la sociologie. C'est un texte de Pierre Bourdieu, Jean-Claude Chamboredon et Jean-Claude Passeron, dont la première édition date de 1968, qui est le métier de sociologue. Donc il y a un large extrait de ce texte. Le livre est composé de textes des trois auteurs et puis de beaucoup d'extraits d'autres auteurs. C'est la deuxième partie du livre, c'est des extraits de textes classiques ou contemporains. Et Bourdieu, Chamboredon et Passeron commentent à propos du texte Polanyi. Contre l'illusion d'une objectivité fondée sur le seul esprit d'objectivité, Michael Polanyi montre que c'est par les mécanismes sociaux du contrôle croisé et non par le miracle de la bonne volonté scientifique des savants que peut s'instaurer par-delà les frontières de spécialité l'adhésion commune à des normes communes. De même, c'est par une sorte de délégation circulaire du pouvoir de contrôle que se trouve garanti un consensus général sur la valeur scientifique des œuvres particulières. Ce que je voudrais faire avec cette idée de contrôle croisé, c'est que je voudrais l'élargir un peu. Élargir le propos de Polanyi à ce que je vais appeler l'espace public scientifique de discussion critique des présupposés et des implicites sociaux des travaux des concurrents. C'est-à-dire que souvent, je vais être amené à critiquer mes concurrents dans une discipline. Et en fait, je vois plus facilement les présupposés de mes concurrents que les miens. Et donc là, on pourrait parler de contrôle croisé. Parce que la réflexivité va s'opérer, mais c'est mon concurrent qui va voir mes présupposés et moi qui vais voir ses présupposés. Hein. Et donc, c'est là, en ce sens-là, qu'il peut y avoir une forme coopérative de réflexivité. Une des modalités de la réflexivité est donc une réflexivité qu'on va appeler épistémologique. Il y en aura différentes modalités. Générales, ça vaudrait pour Polanyi, il parle de l'ensemble des sciences. Ça peut être la biologie, ça peut être la sociologie, etc. C'est l'ensemble des sciences. Mais en même temps, il y a une spécificité, on peut penser qu'il y a des spécificités de la réflexivité dans les sciences sociales parce qu'elles ont des particularités épistémologiques. Elles ont des éléments communs avec les autres sciences, mais enfin, en même temps, des spécificités. Ces spécificités, elles ont été notamment appréhendées de manière intéressante par une grande figure, disons, de la sociologie qui s'appelle Norbert Elias, qui est d'origine allemande, puis qui a enseigné en Grande-Bretagne, principalement pour toute sa carrière. Dans un livre important pour l'épistémologie de la sociologie qui s'appelle Engagement et distanciation. Voilà ce qu'il dit de cette spécificité. Le problème devant lequel se trouvent placés les spécialistes en sciences humaines ne peut donc être résolu par le simple fait qu'ils renonceraient à leur fonction de membre d'un groupe au profit de leur fonction de chercheur. Est-ce que un sociologue n'est que chercheur et il doit oublier qu'il fait partie aussi de la société? Bon. Ils ne peuvent cesser de prendre part aux affaires sociales et politiques de leur groupe et de leur époque. Ils ne peuvent éviter d'être concernés par elles. Leur propre participation, leur engagement conditionne par ailleurs leur intelligence des problèmes qu'ils ont à résoudre dans leur qualité de scientifiques. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement qu'ils ne peuvent pas se détacher de leur participation, c'est que leur participation à la société les aide à comprendre la société. Car si pour comprendre la structure d'une molécule, on n'a pas besoin de savoir ce que signifie se ressentir comme l'un de ses atomes, pour la science physique, il est indispensable pour comprendre le mode de fonctionnement des groupes humains d'avoir accès aussi de l'intérieur à l'expérience que les hommes ont de leur propre groupe et des autres groupes. Or, on ne peut le savoir sans participation et engagement actif. Donc, Norbert Elias indique donc qu'en sciences sociales, le problème ne peut pas passer par la renonciation des chercheurs à leur fonction de membres d'un groupe au profit de leur fonction de chercheur. Selon lui, les chercheurs ne peuvent cesser de prendre part aux affaires sociales et politiques de leur groupe et de leur époque. Ils ne peuvent éviter d'être concernés par elles. De plus, cet engagement dans la société, dans l'époque, a une fonction cognitive, de connaissance pour les sciences sociales. Je le rappelle, leur propre participation, leur engagement conditionne par ailleurs leur intelligence des problèmes qu'ils ont à résoudre en qualité de scientifiques. C'est une particularité des sciences sociales par rapport aux autres sciences.
L'implication du chercheur n'est pas qu'un obstacle à la science, mais aussi un appui à la science. De là découle une spécificité, une réflexivité spécifique pour les sciences sociales, que l'on peut décliner en deux catégories qui sont associées d'ailleurs. Ce qu'on va appeler une réflexivité méthodologique qui renvoie aux outils d'enquête utilisés, et une réflexivité sociologique qui concerne l'histoire et les propriétés sociales de l'enquêteur, du sociologue et des sociologues, et aussi leurs interactions avec les enquêtés. Et donc je vais envisager maintenant, là c'était un peu un élément introductif, trois modes de réflexivité. La réflexivité épistémologique générale, la réflexivité méthodologique pour les sciences sociales, la réflexivité sociologique, et à la fin je terminerai sur la fonction scientifique de la réflexivité. Alors, une réflexivité épistémologique générale. La réflexivité épistémologique générale vise l'explicitation des présupposés du chercheur et leurs effets sur les savoirs qui sont produits. Ce n'est pas quelque chose qui appartient aux sciences sociales parce que toutes les sciences ont des présupposés. Par exemple, c'est quelque chose qui a été bien mis en évidence par l'historienne féministe des sciences Evelyn Fox Keller, qui s'est intéressée à la place des métaphores dans l'histoire de la biologie au XXe siècle. Alors, voilà ce qu'elle écrit de manière intéressante, et là on n'est pas dans les sciences sociales, on est dans la biologie. Considérons par exemple les façons de représenter le processus de fécondation biologique. Quels mots ont été utilisés par les chercheurs pour se représenter ce processus? Il y a 20 ans, ce processus pouvait être décrit de manière à la fois efficace et acceptable dans des termes évoquant le mythe de l'appel au bois dormant. Pénétration, conquête et réveil de l'œuf par le spermatozoïde, par exemple. Précisément parce que cette imagerie correspondait aux stéréotypes sexuels dominants. Donc, dans les métaphores utilisées par les biologistes dans leur recherche, il y avait des stéréotypes sexistes. De nos jours, c'est une autre métaphore qui nous paraît à la fois plus utile et plus acceptable. Dans les manuels contemporains, on a plutôt tendance à parler de la fécondation dans le langage de l'égalité des chances, défini par exemple comme, je cite, le processus de rencontre et de fusion de l'ovule et du spermatozoïde. Ce qui était une métaphore socialement effective il y a une vingtaine d'années a cessé de l'être, en grande partie en raison d'une évolution radicale de la perception idéologique de la différence des genres. Mais qu'en est-il de l'efficacité scientifique d'une métaphore? Dans le cas de la fécondation, chacune des deux métaphores successives a sa propre productivité scientifique. La première a entraîné une investigation intensive des mécanismes moléculaires de l'activité spermatique, fournissant des explications chimiques et mécaniques de la mobilité des spermatozoïdes, de leur adhésion à la membrane cellulaire de l'ovule et de leur capacité à faire fusionner deux membranes. Tandis que la seconde a stimulé les recherches qui ont permis d'élucider les mécanismes à travers lesquels l'œuf pouvait être considéré comme actif. Par exemple, le fait qu'il produise des protéines ou les molécules facilitant ou inhibant l'adhésion et la pénétration. Ainsi, les métaphores socialement constituées, en contribuant à orienter les recherches dans certaines directions, ouvrent des pistes et en ferment d'autres, y compris en biologie. C'est dans cette perspective similaire, et là on va passer à cette réflexivité épistémologique générale, mais qui peut être utilisée pour les sciences sociales, que j'ai par exemple exploré de manière réflexive des présupposés actifs dans les sciences sociales. C'est-à-dire des présupposés qui ouvrent des champs d'enquête et qui en invisibilisent d'autres. Alors, j'ai mené une investigation sur deux domaines. Le premier domaine concerne les présupposés anthropologiques. Alors, c'est quoi les présupposés anthropologiques? C'est des visions a priori qu'on peut avoir de ce que sont les caractéristiques des humains et la condition humaine. Est-ce que les humains sont pacifiques ou violents? Est-ce qu'ils sont égoïstes ou est-ce qu'ils sont altruistes, etc. etc. Voilà. Donc, ainsi, les sciences sociales se nourriraient le plus souvent implicitement de présupposés quant aux propriétés des humains et de la condition humaine, ne dérivant pas seulement de la connaissance scientifique, mais qui sont posés avant, présupposés, et qui vont orienter dans une certaine direction la connaissance scientifique, comme les métaphores genrées vont orienter la biologie dans certaines directions et pas d'autres. Bon. Par exemple, les chercheurs tendent à doter les humains étudiés de qualités anthropologiques à travers les connotations de certains termes de base de leur vocabulaire. Il y a des chercheurs qui utilisent intérêt, calcul, stratégie,
d'autres dispositions, habitudes, d'autres désirs, passions, plaisirs, d'autres identités, d'autres compétences, d'autres imaginaires, d'autres amours. En fonction de l'usage de ces différents mots, en fait, implicitement, on ne va pas avoir la même image des humains qu'on va étudier. Ces présupposés ne relèveraient pas en général d'un choix, mais seraient associés à l'histoire et aux usages routinisés des concepts et des techniques. Ils ne seraient pas dans le travail d'un même chercheur nécessairement cohérents entre eux, mais se révéleraient souvent plus hétérogènes à travers les bricolages qu'effectue le chercheur lui-même. Les présupposés anthropologiques, à travaillant les sciences humaines, nourrissent les conceptualisations analogiques qui leur servent d'outils. Conceptualisation analogique, c'est-à-dire que ça crée des analogies entre différents aspects, différentes situations. Des métaphores, on a vu, pour la biologie. Par exemple, si on prend la notion d'intérêt, elle va avoir une vision plutôt utilitariste des humains qu'on analyse. On va plutôt avoir des humains qui calculent leurs intérêts. Et donc, ces conceptualisations analogiques tendent à focaliser l'attention sur certains aspects des logiques sociales et va en laisser d'autres dans l'ombre. Alors, un exemple de ce travail d'explicitation de l'implicite, j'ai repéré dans la sociologie classique, la sociologie de l'individualisation, donc de la place de plus en plus importante prise par l'individu dans les sociétés modernes, qui a été esquissée par deux auteurs classiques, Karl Marx et Émile Durkheim. Et on trouve chez Marx et Durkheim deux visions a priori du désir humain qui vont orienter leur approche de l'individualisation. On a une anthropologie optimiste du désir humain créateur. On a une vision, chez Marx, le désir est plutôt créateur. Le capitalisme empêche le désir de se déployer, donc il faut émanciper le désir créateur par rapport aux contraintes du capitalisme. Alors que chez Durkheim, on a une anthropologie du désir humain frustrant. C'est-à-dire, le désir est illimité, mais d'une certaine façon, pour Durkheim, plus je bois, plus j'ai soif. Et donc, ma soif devient insatiable. Et donc, plus je remplis le désir, plus il en demande. Bon. Et donc, ça crée la frustration. Donc, on a deux visions du désir humain. Un désir plutôt créateur, qui se remplit par la création, et un désir frustrant qui ne peut jamais se remplir. Bon. Et qui crée des dérèglements individuels et collectifs. Durkheim analyse ça dans la première analyse statistique du suicide en France. Et j'ai repéré qu'il y a une polarisation tendancielle si on prend les sociologies contemporaines de l'individualisme à partir des années 1950 aux États-Unis, plutôt des années 1970 dans les pays européens. Ce qu'on appelle les sociologies critiques de l'individualisme, celles qui voient surtout les aspects négatifs de l'individualisme, vont être proches anthropologiquement de Durkheim, c'est-à-dire qu'ils vont voir le désir humain plutôt comme frustrant, et donc dérégler la société. Alors que les sociologies compréhensives, celles qui voient les aspects les plus positifs, le développement de l'autonomie individuelle, etc., vont être plus proches anthropologiquement de Marx, c'est-à-dire d'une vision créatrice du désir. Et dans chaque pôle, la sociologie critique de l'individualisme, la sociologie compréhensive, on va explorer des aspects différents de l'individualisme actuel, à travers cet appui implicite sur des anthropologies différentes. Un autre exemple, un autre de mes travaux s'est intéressé à la notion de modèle d'historicité. Alors, le modèle d'historicité, c'est un autre type de présupposé. Ça vise les conceptions de l'histoire, ce qu'on peut appeler les philosophies de l'histoire aussi, souvent implicites, qui sont portées aussi par les sciences sociales. C'est-à-dire une conception de l'histoire et aussi une conception de l'agencement des temporalités, le passé, présent, avenir, comment c'est lié ces temporalités, qui vont préorienter aussi la construction de leur objet. Je me suis arrêté, parce que je suis en sciences politiques, sur la place prise dans la science politique à partir des années 1990, on pourrait dire c'est une discipline au croisement, c'est une sous-discipline au croisement de deux, ce qu'on appelait la socio-histoire. C'est-à-dire c'est un croisement de la sociologie et de l'histoire, et une des figures, c'est pas la seule initiatrice de ce courant, est un historien français qui s'appelle Gérard Noiriel.
Quelle est la particularité de cette socio-histoire? Elle a pris une grande importance dans la science politique française à partir des années 90. Elle vise à éclairer la genèse historique des réalités qu'elles se donnent aujourd'hui, qui peuvent paraître naturelles, homogènes, unifiées. Bon. Ça peut être des groupes sociaux, des institutions, des partis politiques, le vote, des politiques publiques, etc. Cette démarche de la socio-histoire a permis de fournir des éclairages sur un nouvel angle, sous un nouvel angle sur les questions traitées autrement auparavant, hein, sur le vote, sur les partis politiques, etc. Par exemple, Gérard Loyal lui-même a beaucoup travaillé sur la classe ouvrière, l'immigration, la question de la nation et du national, ou la question de l'État républicain. Bon. Mais la socio-histoire est travaillée à travers son approche génétique. Hein. J'ai dit qu'elle fait la genèse de la forme parti, par exemple, la genèse de l'institution de la justice, la genèse de telle politique publique, la genèse de l'État républicain. Bon. La socio-histoire, à travers cette approche génétique, est marquée par un modèle d'historicité qu'on peut appeler linéaire évolutionniste. C'est-à-dire que c'est une vision de l'histoire qui évolue dans une seule ligne à travers une évolution lente et où le passé produit le présent, etc., dans un mouvement. Bon. C'est pour ça qu'il y a l'idée de linéaire et d'évolutionniste. Bon. Alors, les limitations du modèle d'historicité génétique ouvrent sur la recherche d'une pluralisation des modèles d'historicité. C'est-à-dire, une fois qu'on se rend compte que le modèle d'historicité de la socio-histoire linéaire évolutionniste n'est pas le seul possible, la vision génétique, eh ben, on peut envisager d'autres façons de concevoir l'historicité, hein, d'autres modèles d'historicité, pour explorer d'autres aspects de la réalité sociale. Alors, je me suis par exemple intéressé à un modèle d'historicité qu'on peut appeler messianique. Il est travaillé par un écrivain, un philosophe allemand, Walter Benjamin, au carrefour de deux courants, le judaïsme et le marxisme, hein, dans ce qui s'est appelé les thèses sur le concept d'histoire de 1940. Hein. C'est un texte qu'il a écrit peu avant sa mort, puisqu'il fuyait le nazisme. Il a essayé de passer la frontière franco-espagnole, il n'a pas réussi, il s'est suicidé dans sa chambre d'hôtel en 1940. Il était juif. Et c'est Hannah Arendt qui a gardé un des manuscrits qui l'a mené à New York, hein, où elle a réussi à s'enfuir. Dans cette vision des choses, il invite à bousculer les successions lisses qu'on voit dans le modèle génétique entre passé, présent et avenir, hein, dans les visions linéaires. Et il montre que les visions linéaires sont très liées à l'idée du progrès, associée aux Lumières, hein, le mouvement du progrès. Bon. C'est ce qu'il appelle le temps homogène et vide. C'est une vision quantitative du temps. Hein. Chaque seconde vaut chaque seconde, chaque minute, chaque jour, etc. Il n'y a pas d'événement qualitatif dans cette vision de l'histoire. Et il esquisse une alliance entre la tradition et l'avenir à travers le présent. Alors, la tradition, c'est ce qu'il appelle la tradition des opprimés, ou ce qu'il appelle le passé opprimé. Et l'avenir, c'est un avenir émancipateur, mais cette liaison ne peut exister que par l'action du présent qui ouvre, qui saisit ou pas des possibles dans le moment présent. Bon. Il ne s'agit pas, dans le cadre du registre propre aux sciences sociales, de suivre telle quelle cette vision normative de l'histoire, mais on pourrait dire de la méthodologiser, c'est-à-dire en faisant une des inspirations possibles du modèle d'historicité engagé par nos recherches. Je prendrai un exemple. Il y a une quinzaine d'années, le sociologue Jean-Claude Kaufmann, qui est spécialiste de la sociologie des individus, de la famille, du couple, etc., a fait paraître un livre lié à une enquête Premier matin. C'est une enquête sur les premiers matins amoureux. Et il montre, en bousculant le modèle linéaire, que cet événement, une rencontre amoureuse, peut basculer des blocs de passé, de socialisation très fortes, et les recomposer autrement. Alors que dans la vision linéaire évolutionniste, on a tendance à faire que c'est le passé qui écrase l'ensemble. Bon. Et là, il y a l'assurgissement d'un événement qui ouvre d'autres possibles. Bon. C'est un exemple de la méthodologisation, disons, de cette forme, hein, l'enquête de Kaufmann. Donc,
On a vu un premier élément, la réflexivité épistémologique générale. Ça concerne l'ensemble des sciences. On a vu un exemple dans la biologie, on a vu un exemple dans la science politique et dans la sociologie. Mais il y a aussi des dimensions de la réflexivité plus spécifiques aux sciences sociales, hein, telles qu'on les a vues caractérisées dans l'introduction par Norbert Elias. Hein, bon. Alors, on va commencer par la première forme, une réflexivité méthodologique propre aux sciences sociales. La première dimension de la réflexivité, plus particulièrement ajustée aux sciences sociales, concerne ces outils méthodologiques au cours de ces enquêtes. Hein. Réflexivité méthodologique. Alors, je vais prendre le cas du sociologue Claude Grignon, avec sa lecture sociologique des enquêtes de consommation. Alors, dans les enquêtes de consommation, hein, sur les pratiques alimentaires des Français, il y a deux outils qui peuvent être utilisés. L'analyse des paniers, c'est-à-dire le panier de la ménagère, qu'est-ce qu'on achète, et l'analyse des menus, qu'est-ce qu'on mange et quels plats on constitue. Bon. Alors, c'est par rapport à cette différence entre l'angle méthodologique des paniers ou l'angle méthodologique des menus pour étudier les pratiques alimentaires qu'intervient Grignon. Voilà ce qu'il dit. Toute enquête de consommation véhicule et impose une définition implicite du goût qui dépend des pratiques qu'elle enregistre et en particulier de la distance de celle-ci par rapport aux pratiques culturelles légitimes. Ainsi, par exemple, une enquête sur l'alimentation renvoie à des définitions du goût différentes, qu'elle porte sur des paniers ou sur des menus, sur le budget consacré à la nourriture ou sur les manières de table, sur la cuisine ordinaire ou sur la haute cuisine. Donc il montre que dans les études de consommation, se concentrer sur les menus apparaît plus proche des rapports bourgeois à la nourriture, en lui donnant une tonalité culturelle au rapport à la nourriture. Hein. Alors que privilégier les paniers se rapproche davantage des goûts populaires. Et il reproche à l'analyse des consommations populaires par Pierre Bourdieu. Hein. Claude Grignon est un sociologue qui a travaillé avec Pierre Bourdieu, mais qui a critiqué par la suite Pierre Bourdieu. Il reproche à l'analyse des consommations populaires de Pierre Bourdieu de se caler sur les menus au détriment des paniers. Il précise alors: une ménagère qui ruse avec les prix ne déploie pas moins de savoir-faire, d'ingéniosité, de virtuosité, d'intuition, même si c'est sur un terrain et pour des enjeux socialement dévalorisés, qu'un amateur d'art qui joue avec le bon goût. Bon, ouais. Donc, il reproche à Bourdieu d'aplatir le goût populaire en s'appuyant sur les menus, et de mettre de côté l'ingéniosité populaire dans le rapport à la nourriture, si on analysait les paniers. Hein, et donc ces deux angles méthodologiques, ces deux outils méthodologiques dans les études de consommation. Bon. Alors, je prends un second exemple de cette réflexivité sociologique, ça concernait ma thèse consacrée à l'ethnographie d'un syndicat local de cheminots. C'est un exemple, c'était dans cette enquête sur un de ces militants syndicalistes, hein, c'était au milieu des années 1980. Yann était un ouvrier d'atelier SNCF, donc militant de la CFDT comme syndicat, et au cours d'un entretien enregistré chez lui, en tête-à-tête, donc, il a tendance à se différencier des autres ouvriers. Il est face à un étudiant en thèse qui incarne le pôle intellectuel. Voilà ce qu'il dit. Et les ouvriers, le raisonnement intellectuel, c'est souvent une chose qui est très difficile pour eux à élaborer. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein. Les mecs, les trois quarts à l'école, c'est loin, et puis c'est pas très brillant. Bon. Si on s'en tient à ce seul entretien, on pourrait conclure que la représentation générale de cet ouvrier valorise le plan intellectuel au détriment des aspects manuels. Bon. Toutefois, dans une autre situation, le même ouvrier peut valoriser au contraire le pôle manuel au détriment du pôle intellectuel. C'est le cas d'une de ses interventions lors d'une réunion syndicale. Là, il n'est plus en tête-à-tête avec le chercheur est au milieu de tout le monde. Dans une réunion syndicale, il fait de l'observation, qui a suivi une grande grève des cheminots de décembre 86, janvier 87. Voilà ce qu'il dit dans cette réunion. Les analyses, c'est pour les publicitaires, les études de marché, c'est pas pour le prolo de base. Si les gars en ont marre, ils partent, hein, en grève, c'est tout, ça vient des tripes. J'espère que ceux qui sont chargés de faire des analyses auront compris ce qui s'est passé, mais en général, ils ne comprennent rien. Dans ce cas, c'est plutôt les analyses par rapport aux tripes qui sont superficielles, comme s'il y avait une inversion par rapport à ce qui est dit dans l'entretien. On a deux énoncés. Le problème n'est pas de considérer que l'un est plus vrai que l'autre, ou faux. On a deux énoncés qui sont prélevés avec des outils et dans des contextes différents.
L'un, un entretien semi-directif chez la personne en tête-à-tête, de l'autre, une observation directe d'une réunion syndicale dans le sillage d'une grève longue. Ces outils aux usages contextualisés repèrent des représentations opposées qui cohabitent chez Yann. Et ces représentations opposées sont activées chez lui dans des situations différentes. Il peut avoir des moments où il va hiérarchiser au profit de l'intellectuel, et il y a d'autres moments, au contraire, il va faire l'inverse, dans d'autres situations. Si on n'avait eu à disposition qu'un outil, par exemple l'entretien, on aurait été tenté par une généralisation abusive, c'est-à-dire de penser que c'est la représentation générale de cet ouvrier de hiérarchiser au profit de l'intellectuel. Bon. La mise en parallèle de 12 outils méthodologiques d'enquête de recueil des données pousse à une réflexivité sur les deux contextes de prélèvement des informations. C'est le premier point spécifique pour ce qui concerne les sciences sociales, la réflexivité méthodologique. Alors, la réflexivité sociologique. La seconde dimension propre aux sciences sociales, plus spécifique donc aux sciences sociales de la réflexivité, concerne les effets sur les recherches de l'histoire et des propriétés sociales du chercheur, ainsi que de ses interactions avec les enquêtés. Alors, cela interfère, ces deux plans associés, avec les usages des outils méthodologiques que je viens de traiter. Par exemple, dans l'entretien avec Yann, je suis identifié comme intellectuel, ce qui constitue une de mes caractéristiques sociales, et ça va avoir des effets sur l'information recueillie. Autre exemple, des études américaines ont montré qu'avec les mêmes personnes, les réponses données par des Noirs à des sociologues noirs ou blancs apparaissaient nettement différentes quand les questions portaient sur les discriminations raciales. Les mêmes personnes ne donnaient pas les mêmes réponses, si on avait un sociologue blanc ou un sociologue noir. Donc la façon dont la personne est identifiée, du point de vue racial. Donc, cette question de la réflexivité sociologique, elle a des interférences avec les questions de méthode. Elle est nommée par Pierre Bourdieu objectivation participante. On revient à cette idée de Norbert Elias que la participation est indispensable. On ne peut pas éliminer la participation pour les sciences sociales, mais en même temps, il y a de l'objectivation, c'est-à-dire il y a de la science. Alors voilà ce qu'écrit Bourdieu, notamment dans un texte de 1978. En fait, l'objectivation n'a quelque chance d'être réussie que si elle implique l'objectivation du point de vue à partir duquel elle s'opère. Donc, on ne peut construire une analyse scientifique que si aussi on prend conscience à partir de d'où socialement est constitué ce point de vue, celui du chercheur, du sociologue. Bref, seule l'alternative ordinaire de l'observation participante, immersion en serment mystifié, critique l'observation participante qui oublierait qu'il s'agit de science aussi, et de l'objectivisme. L'objectivisme, c'est il n'y aurait que de la science et il n'y aurait pas de participation, du regard absolu, comme s'il y avait une extériorité complète, interdit d'apercevoir la possibilité et la nécessité d'une objectivation participante. La sociologie de la sociologie, donc la sociologie du sociologue, n'est pas une branche parmi d'autres de la sociologie. L'objectivation du rapport subjectif à l'objet, donc le rapport de chaque sociologue à son objet, fait partie des conditions de l'objectivité. La première des conditions de la scientificité de toute science sociale est qu'elle s'arme de la science de ses propres conditions sociales de possibilité. Donc, une plus grande scientificité pour Bourdieu supposerait une sociologie du sociologue qui mène cette analyse scientifique. Alors, cette réflexivité peut rencontrer un piège, c'est celui du narcissisme. Et Bourdieu va opposer le narcissisme à la réflexivité scientifique. C'est un texte de 1993. Voilà ce qu'il écrit Bourdieu. La forme de réflexivité qui m'apparaît la plus féconde scientifiquement est tout à fait paradoxale en ce qu'elle est profondément anti-narcissique. Pourquoi ? Elle est tout opposée à un retour intimiste et complaisant sur la personne privée du sociologue. Il ne s'agit pas de mettre en scène la personne et la subjectivité du sociologue, en revenant sur lui-même. Cette sociologie met en question la représentation charismatique qu'ont souvent d'eux-mêmes les intellectuels.
C'est un rapport critique, ce n'est pas un rapport de célébration, d'auto-célébration de son intimité. Alors, il montre qu'il y a différentes dimensions à cette réflexivité sociologique. Premièrement, il s'agit d'objectiver les conditions sociales de production du producteur, c'est-à-dire les propriétés, notamment les dispositifs et les intérêts qu'il doit à son origine sociale, sexuelle ou ethnique. Là, c'est les caractéristiques sociales du chercheur, du sociologue. Deuxièmement, il faut prendre en compte l'espace dans lequel le chercheur est situé, ce que Bourdieu appelle un champ. Il faut donc prendre aussi pour objet ce microcosme, ce monde social autonome à l'intérieur duquel des agents luttent pour les enjeux d'une espèce tout à fait particulière. C'est-à-dire que le sociologue, il est dans un espace où il est en lutte avec d'autres sociologues, ou en compétition, etc. Il faut prendre en compte cet espace-là aussi, pas simplement ses caractéristiques sociales. Toutefois, s'arrêter à ce stade, ce serait encore laisser échapper l'essentiel, c'est-à-dire l'ensemble des présupposés inconscients dont le principe même ne réside ni dans la position sociale, ce qu'on a vu, ni dans la position spécifique du sociologue à l'intérieur du champ de la production culturelle, mais dans les déterminations invisibles qui sont inscrites au cœur de la position de savant. C'est ce que Bourdieu appelle le biais théoriciste ou intellectualiste. C'est quoi ce biais intellectualiste? C'est un certain rapport à l'objet de la sociologie. Consiste à oublier d'inscrire dans la théorie du monde social que nous construisons le fait qu'elle est le produit d'un regard théorique, d'un œil contemplatif qui tend à appréhender le monde comme un spectacle plutôt que comme un ensemble de problèmes concrets appelant des solutions pratiques. Bon, c'est comme la tendance intellectualiste du sociologue qui regarde le monde social comme un spectacle et pas comme un ensemble d'exigences pratiques. C'est par exemple le fait qu'on confondrait les joueurs de foot qui sont sur un terrain avec le commentateur qui est à l'extérieur et qui commande ce qu'ils font. C'est deux positions différentes. Celui qui commande comme un spectacle et qui dit il aurait fallu qu'il fasse ça ou il aurait fallu qu'il fasse ça, etc. Il a fait une erreur. Celui qui commande de l'extérieur et qui voit le monde comme un spectacle. Et celui qui est affronté à des exigences pratiques. L'intellectualisme, c'est de confondre le rapport du joueur avec le football avec le rapport du commentateur au football. Alors, la réflexivité scientifique prônée par Bourdieu elle-même peut avoir des défaillances, des défaillances qu'on pourrait appeler narcissiques selon les mots qu'il utilise, et qui sont liées à une défaillance de la réflexivité épistémologique. Parce que Bourdieu, à la fin de sa vie, a essayé de faire une auto-analyse de sa position sociale. C'est un livre de 2004 qui s'appelle « Esquisse pour une auto-analyse ». Et dans ce livre, il succombe lui-même à un problème qu'il avait identifié dans un de ses articles, ce qu'il appelle l'illusion biographique. L'illusion biographique, c'est la tendance à croire que nécessairement, en se retournant sur sa vie, c'est qu'il y a une continuité. Et je crée une continuité sur ma vie. Bon. Et finalement, Bourdieu, qui a bien dénoncé dans cet article l'erreur, l'illusion biographique de beaucoup de sociologues, il succombe lui-même quand il fait son auto-socio-analyse. Donc lui-même peut avoir ces défaillances narcissiques. Alors, il y a des fonctions scientifiques de ces réflexivités. On en a vu 3 niveaux de réflexivité. La réflexivité épistémologique générale, la réflexivité méthodologique, la réflexivité sociologique, avec des liens entre les 3. Bon. Ces 3 réflexivités s'efforcent d'échapper à la simple expressivité narcissique et ont au moins 2 grandes fonctions scientifiques, au service d'une scientificité socialement contextualisée. C'est à la fois la réflexivité un outil de mobilité scientifique et c'est un outil de délimitation de la validité des énoncés produits. En premier lieu, ces réflexivités permettent de stimuler la mobilité des interrogations scientifiques en aidant à ouvrir de nouveaux espaces d'enquête. C'est ce qu'a bien montré, disons, un grand sociologue qui a développé une épistémologie sociologique, qui est le co-auteur des premiers livres de Bourdieu, Jean-Claude Passeron. Pour Passeron, si on ne travaille que sur le versant adéquation à l'objet étudié de nos concepts, c'est-à-dire que si on utilise le mot intérêt, et quand j'analyse la vie sociale et que je ne m'intéresse à ce à quoi intérêt éclaire la réalité sociale,
je risque, disons, de dogmatiser, de routiniser les concepts. Et Passeron dit, non, un concept comme intérêt, on doit montrer en quoi il éclaire des choses, mais il est intéressant aussi parce qu'il n'éclaire pas d'autres choses. Donc il oblige à voir d'autres choses. Ce qui ne marche pas avec intérêt, justement, quand on utilise le concept. Bon. Autrement, on a une routinisation et une dogmatisation. Bon. C'est d'une certaine façon ce que j'ai fait avec, par exemple, le modèle d'historicité linéaire. Hein. Ça permet de voir des choses, hein, par exemple la genèse de l'institution de la justice en France, hein, mais sa linéarité ne permet pas de voir d'autres choses. Et par exemple, il faut changer de modèle d'historicité pour pouvoir voir, par exemple, cette configuration particulière des premiers matins amoureux analysés par Kaufmann. Hein. Bon. Ça ouvre de nouveaux espaces d'enquête que les concepts antérieurs ne permettent pas de voir. Bon. Ce que Passeron appelle ce qui fait obstacle à la théorisation, tout simplement à la description d'autres mécanismes qui ne pourraient se formuler que dans une autre logique conceptuelle en s'aidant d'un autre langage. Donc si on prend conscience, par exemple, des présupposés, des implications sociales, c'est s'ouvrir à d'autres langages théoriques qui vont éclairer d'autres aspects de la réalité. C'est en ce sens-là que c'est un outil de mobilité scientifique. En second lieu, les réflexivités permettent de mieux circonscrire les domaines de validité scientifique des savoirs partiels et provisoires qui sont produits par les sciences sociales. Parce qu'en revenant sur les présupposés, sur les implications sociales, soit de manière individuelle, soit de manière coopérative avec les contrôles croisés, on améliore la rigueur de nos énoncés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est par exemple, si je pense que Yann, cet ouvrier, disons, d'atelier à la SNCF, je me cale que sur l'entretien semi-directif chez lui. Et j'en tire l'idée que la représentation générale de Yann est une vision hiérarchique entre manuel et intellectuel, où l'intellectuel est au-dessus. Bon. Je généralise de manière hâtive. Hein. Quand je me rends compte que c'est lié au contexte, et que par exemple, dans une autre situation, avec un autre recueil de données, dans une observation directe, il inverse. Ça veut dire que ce que je croyais être général devient plus local. En devenant plus local, ça devient plus rigoureux. Vous voyez le processus. Bon. On croit souvent que c'est plus rigoureux parce que c'est plus général. Bon, hein, ça, c'est une tendance qu'on peut avoir. Bon. Donc, ça permet de circonscrire les domaines de validité scientifique des énoncés, calés sur des contextes, on va dire, telle représentation est activée dans tel contexte et telle représentation est plutôt activée dans d'autres contextes. Et on ne va pas faire de la représentation en général qui serait valable pour tous les contextes. Hein. Bon. Donc on localise les choses. Cette localisation, elle est intervenue grâce à la réflexivité. Hein. Voilà à peu près, disons, je ne sais pas combien de temps j'ai tenu, les différents points que je voulais aborder à partir, disons, du traitement de la réflexivité dans les sciences sociales. Merci.